Encore aujourd'hui, la bande dessinée est reconnue comme un grand art. Ce n'était pas le cas il y a 30-40 ans. Je me souviens toujours quand j'allais faire souvent des conférences et bon, on arrive en avance et souvent c'était organisé dans de grandes librairies, ces magnifiques librairies de province. Et là, on a une demi-heure à errer dans la librairie. Et les gens me voyaient, moi j'allais au rayon des bandes dessinées, je regardais les bandes dessinées, quelles sont les nouvelles. Et les gens étaient ahuris. Ah, vous aimez? Je dis oui, j'adore la bande dessinée. Parce qu'il est vrai qu'on est arrivé maintenant à faire des bandes dessinées qui sont des tels chefs-d'œuvre de dessin. Et je sais que j'ai à côté de moi un de ces créateurs extraordinaires. Et voyez-vous, quand je suis tombé un peu par hasard sur cette histoire des Haber-Einstein, elle était là, j'ai rien inventé. Bon. Et je suis sorti de ma biographie d'Einstein en disant, il y a cette histoire, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Dit, un film, ouais, si j'ai 200 millions de dollars, ça doit pouvoir se tourner, bon. Un roman, je ne sais pas comment je pourrais écrire ça. Une pièce de théâtre, oui, à 15 comédiens, là, je ne sais pas qui te montera ça n'a pas de sens. Et tout d'un coup, ça m'est paru comme une évidence. Cette histoire, on ne peut la raconter qu'en BD. La BD, c'est le genre qui est fait notamment pour raconter des histoires comme ça. En fait, c'est le... Bon, Éric Corbeyran a établi, comme dans toutes les BD, en fait, un découpage narratif qui décrit case par case et page par page ce qui se passe. Et à partir de là, le problème c'est que des fois, bon, il faut aller chercher, enfin ça c'est la difficulté du scénariste dans le cadre d'une bande dessinée historique, qui est qu'il faut vraiment visualiser les choses de manière la plus juste possible. En tout cas, c'était ma vision des choses. Essayer de faire le truc le plus réaliste possible. Et donc, forcément, quand on donne des informations, on nous dit une rue de Berlin, par exemple, bon ben, il faut aller voir les rues de Berlin de cette époque-là. Moi, je tenais quand même à respecter la véracité. On ne fait pas une rue de Berlin inventée de cette époque-là. Elle doit être véritable et à la limite, un historien pourrait aller fouiller et se dire, voilà, je reconnais la rue en question. Et ça, il va là pour toutes les rues de Berlin que j'ai pu dessiner partout, toutes les places. Et c'est valable aussi pour les détails historiques dans d'autres endroits. Voilà. Concernant les angles de vue et donc les vues aériennes que je... En fait, c'est aussi c'est un petit peu une marque de fabrique que j'ai un peu dans mes bandes dessinées. C'est vrai que j'aime beaucoup. Ça donne en fait un effet un peu plus waouh, plus impressionnant. Alors l'attaque au gaz, c'est pareil, c'était plus pour pouvoir voir... C'est un peu une vision que j'ai eue comme ça en voyant des films sur la guerre de 14. Je me suis dit, ce serait bien qu'on ait une vue, pareil, une espèce de perspective forte de la tranchée pour qu'on voit l'attaque au gaz avec tous les personnages. Et j'ai décidé de faire un premier plan avec les personnes qui sont attaquées au gaz. J'ai notamment remarqué que cette vue-là avait plu à beaucoup de journalistes qui l'ont reproduit beaucoup, pour montrer justement la douleur des soldats. Et pour pouvoir montrer la douleur, on le sait tous, il faut faire des gros plans. Par rapport à un plan général, il faut, quand on veut traduire l'émotion, faire des gros plans. Donc j'ai mélangé un peu, j'ai fait un insert de cette image et reconstitué, là totalement de manière, alors comme je dis, historique, mais imaginaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image dont je me suis servi véritablement. De nous deux, celui qui est le plus attaché à l'exactitude dans le détail, mais c'est Éric, et pour une raison simple, c'est que moi je suis dans l'écriture, et l'écriture ça autorise tout à fait. Vous savez, on dit les soldats allemands avaient des masques à gaz rudimentaires, c'est vite écrit, hein. Et puis moi je reçois un coup de téléphone, François, à quoi ils ressemblaient les masques à gaz des soldats allemands en 1915? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Oui, mais lui, il fallait qu'il le sache. C'est-à-dire que l'exactitude historique, l'exigence historique du dessinateur est beaucoup plus forte que celle, je dirais, du conteur.
Alors pour ce qui est de la bombe, et de la bombe qui devait être sur la couverture évidemment du deuxième tome, là on a beaucoup discuté, beaucoup échangé avec Éric, et d'autant qu'il se trouve que j'ai vu de mes yeux une explosion thermonucléaire aérienne. Il doit pu y avoir beaucoup de gens qui ont fait cette expérience. Et donc, je sais effectivement qu'au début, il y a cette boule de feu, mais qu'on ne peut pas représenter, que je n'ai pas vue, parce qu'évidemment, on nous avait fait tourner le dos pour protéger nos yeux, et que c'est lorsque la boule s'est dissipée qu'on nous a dit, maintenant, vous regardez. Et là, on a vu se construire le champignon, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je tenais beaucoup à ce qu'il y ait cette montée, cette aspiration. Et donc, oui, j'ai vu ce spectacle et écoutez, quand je suis revenu, voir mon épouse, je lui ai dit, écoute, c'est un spectacle, mais c'est une beauté à couper le souffle. Et ensuite, elle m'a dit, là, je me suis retenu pour pas te chiffler. Et oui, c'est abominable, mais c'est beau. Oui, vous savez, je pense que le Vésuve, dans son explosion, quand il a anéanti Pompéi, l'éruption devait être superbe. Oui, là, effectivement, pour se documenter sur l'explosion de la bombe atomique, en fait, je suis parti, bon, d'abord plusieurs photos d'Hiroshima. Alors, il y a eu plusieurs façons de le faire, mais soit je partais, parce que l'explosion, elle a plusieurs phases, soit l'explosion extrêmement lumineuse, que j'avais toujours trouvé très étrange, qu'on voit dans Akira, par exemple, la BD d'Akira. À l'époque, je m'étais dit, c'est bizarre, on voit toujours des champignons atomiques. Je me dis, pourquoi lui représente une espèce de boule? Et en fait, il y a une boule de feu au départ. C'est une immense boule de feu. Mais la boule de feu, j'ai envie de dire, on n'a pas non, on n'a rien, parce que ça, personne peut, voilà, c'est pas possible. Il faut l'imaginer. Puis une boule de feu, ça occupe tout. Ça, sur une image, c'est une boule de feu. Ça peut pas être graphiquement, ça marche pas. Après, il y a forcément le nuage atomique qu'on attend. Et moi, je me suis dit, bon, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on fait une vue, la vue habituelle de l'avion, voilà. Mais je me suis dit, bon, ça va être une vue qu'on a vue un peu partout. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Je vais essayer de trouver autre chose. Et j'ai trouvé un nuage à un moment donné. Et j'ai décidé de prendre effectivement le seul élément qui est resté debout à Hiroshima, le dôme de la bombe en fait, et que j'ai donc représenté en mettant le nuage atomique derrière. En sachant que c'est complexe parce que cette explosion, elle a lieu, il y a une espèce de grande illumination très lumineuse, puis ensuite le champignon qui s'élève. On ne sait pas à quel moment, ben là on voit plus que les ruines, mais bon, forcément il y a eu un souffle, on ne peut pas en une image montrer tout. J'avais rendez-vous depuis toujours avec Einstein. Pourquoi? Parce qu'Einstein, c'est le prototype de l'indépendance d'esprit. Il a décidé, je ferai ça dans ma vie, et pas ça, et pas ça, et pas ça. Il a tout tracé sa voie, en dehors des règles. Il a laissé des souvenirs abominables de ses études et tout ça, et il est devenu ce qu'il voulait devenir, c'est-à-dire le premier physicien reconnu. Et ensuite, les choses se sont retournées, la vie a détruit tout ce qu'il avait construit. Et cette histoire le montre très bien. Einstein, c'est le petit garçon qui, à 7 ans, pleurait de rage parce quand les soldats défilaient. Il avait honte. Et à 16 ans, il a abandonné sa nationalité allemande pour ne jamais avoir à porter les armes. Et toute sa vie, il était objecteur de conscience, il faut comprendre, il n'était pas vaguement pacifiste, non. Et finalement, cette ruse épouvantable de l'histoire qu'il lui fait, lui, le scientifique, dire aux militaires « Nous avons fait cette découverte, cela va permettre de faire une arme abominable, faites-la vite ». C'est pas possible. Le seul homme au monde qui ne pouvait pas signer cette lettre, c'était Albert Einstein. J'ai dû lire pour faire la biographie d'Albert Einstein une bibliothèque de tout ce qu'on a pu écrire. Et c'est en terminant, alors que j'étais aux épreuves, d'un coup je me suis dit, mais il y a une histoire extraordinaire. Un des meilleurs amis d'Einstein, c'était un chimiste donc, qui s'appelait Fritz Haber. Tous les deux sont d'origine juive déjudaïsée, complètement germanisée. Pareil, l'un et l'autre. Mais l'un est
un Allemand du Sud, socialiste, démocrate, pacifiste. L'autre est un Prussien, un Junker, nationaliste, belliciste. Et pourtant, avant la Première Guerre mondiale, ils deviennent les plus grands amis du monde et ils vivent tous les deux à Berlin. Et lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il fait Einstein? Il prend son téléphone et il appelle tous ses collègues pour signer des pétitions contre la guerre, évidemment. Bon, et qu'est-ce que fait Haber? Il va voir l'état-major et il dit aux gens de l'état-major, moi, je suis chimiste, je peux vous donner l'arme qui va vous faire gagner la guerre, ce seront les gaz. Et c'est lui qui va faire les gaz d'asphyxiation. Évidemment, Einstein est épouvanté, est horrifié. Je ne parle pas de la femme d'Haber, Clara Haber, qui est tellement horrifiée qu'elle prend le pistolet de son mari et qu'elle se tue. Voir que c'est son mari qui a inventé les gaz. Et c'en est au point qu'à la fin de la guerre, les Alliés le considèrent comme un criminel de guerre et qu'il doit se sauver. Et où se sauve-t-il? En Suisse. Et pourquoi? Parce qu'il y a un Suisse qui l'aide à se sauver, et ce Suisse, c'est Albert Einstein. Et ce qui est extraordinaire, et là on voit toute l'ambivalence de la recherche scientifique, c'est que, avant d'être considéré comme un criminel, Haber est considéré comme le bienfaiteur de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire la synthèse industrielle des produits azotés. Et qu'on a absolument besoin de nitrates comme engrais pour l'agriculture moderne, mais on utilise les nitrates qu'on trouve naturellement au Chili, ça ne suffit pas, l'humanité ne pourra pas se nourrir avec l'agriculture moderne si elle ne peut pas faire des engrais synthétiques, et c'est Haber qui invente et qui trouve cela, et qui en même temps fait sa fortune. Hein. Mais il a fait la fortune en nourrissant l'humanité. Et la preuve, c'est que en 1918, quand la guerre est finie, le jury du prix Nobel de chimie, qui voit en Haber l'inventeur des engrais, l'homme qui a nourri l'humanité, lui donne le prix Nobel, alors même qu'il est poursuivi comme criminel de guerre. Einstein, il va avoir avec Haber, justement, une véritable rupture. Pourquoi? Mais parce qu'il y a les pogroms qu'on organise, qui se produisent dans Russie, en Pologne, et on voit tous ces juifs yiddishophones malheureux qui refluent vers l'Allemagne qui ne sait pas quoi en faire, qui les parque n'importe comment. Et lui, Einstein, qui ne s'est jamais posé la question de sa judéité, il prend parti et il écrit « C'est une honte ce qu'on fait avec nos frères juifs ». Et là, il rompt avec Haber. Pourquoi? Parce qu'Haber est comme cette bourgeoisie juive qui veut devenir allemande, veut qu'on oublie la judéité, et donc de voir comme ça le plus célèbre de leur communauté, qui tout à coup dit « Je suis un juif comme ces juifs yiddishophones », c'est pour lui abominable. Et là, ils vont vraiment se séparer, Haber, Einstein. Lui qui ne voulait pas se mêler de l'affaire juive, c'était dépassé. Il se retrouve de facto un des leaders du mouvement sioniste. Voyez-vous, il a tout fait et tout s'est changé. Il voulait être dans son coin, il voulait pas s'occuper, foutez-moi la paix, comment il faut que je m'habille, pourquoi les cheveux, il se les coupait lui-même, c'est pas la peine d'aller chez le coiffeur, il fait pas chaud, je vois pas pourquoi je mettrais des chaussettes, il avait l'air de rien du tout, parce qu'il se fichait complètement de l'image qu'il donnait. Et il devient l'homme le plus célèbre du monde. Et il fait l'arme la plus abominable, et le pire, il voulait être le physicien le plus célèbre, le plus reconnu. Il l'est en 1920. En 1935, tous les physiciens considèrent que c'est un has-been qui ne comprend plus la physique.